après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec INSIT. Bon, tout de suite, ça fait du monde, ça fait plaisir. En tous les cas, vous avez l'air en forme. Cette petite communauté INSIT, là, depuis nos cafés confinés du premier confinement, on agrège un peu au fur et à mesure des gens qui portent des initiatives, en tous les cas qui ont envie d'en porter ou qui sont intéressés par ceux qui en portent, et puis on essaye de connecter les uns les autres au service de ce territoire, ces territoires dans leur grande diversité, qui sont à l'évidence l'actualité, mais surtout l'avenir de notre République. Comme le dirait Feu Lecoq Maurice. Absolument. Allez, je vous propose peut-être qu'on démarre. Élodie, c'est bon pour toi? On y va? Alors, merci à toutes et à tous d'être là. Une petite heure à passer ensemble. Comme je le disais, ce premier café de campagne 2020, organisé par INSIT. Donc, l'enjeu, ça s'inscrit dans un des deux objets de INSIT, qui est notre dispositif artisan d'idées, où en plus de notre Erasmus rural qui vient aider les acteurs de la ruralité au plus près dans les plus beaux endroits du monde, les villages sur lesquels nous intervenons. Au-delà de ça, artisan d'idées, c'est faire en sorte de casser l'atomisation des territoires ruraux et de faire connecter les gens qui mènent des initiatives et de faire en sorte que ce qui marche à Argiusta, dans le sud de la Corse, puisse marcher dans un petit village Sainte-Christie d'Armagnac dans le Gers ou dans la Somme ou en Normandie, etc. Et de faire en sorte que nous renforcions nos liens. Je crois que la période dans laquelle nous sommes est une période où il faut faciliter, renforcer les liens qui unissent les hommes avec un grand H. Et les territoires ruraux sont des territoires, comme je le disais tout à l'heure, d'équilibre et d'espoir pour l'ensemble de notre territoire. Et j'ai, comme je le dis souvent, beaucoup de compassion pour les urbains en ce moment parce que traversent des moments peut-être plus difficiles que les ruraux et que cette période pourra peut-être permettre un rééquilibrage peut-être de notre société, de faire en sorte que nous soyons plus à l'équilibre. Ces petits mots d'introduction faits, je veux remercier vraiment très chaleureusement le ministre Giraud qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour avoir un échange libre avec lui, comme on l'a avec l'ensemble, on l'a eu avec Michel Fournier, président de l'AMRF, il y a quelques semaines. Alors, ce sont des numéros un peu spéciaux. D'habitude, on met en avant à la fois un maire rural, un projet de territoire et puis un projet culturel où on met en avant un produit ou une initiative locale. Bon, là, nous avons la chance d'avoir Joël Giraud avec nous, donc c'est un numéro spécial. L'idée est d'avoir un temps, quelques questions que je vais poser à Joël Giraud au début et puis d'avoir 40 minutes d'échange directement avec le ministre dans un état d'esprit qui est le nôtre. D'abord de la confiance et de la bienveillance, d'abord. Ça n'empêche pas le désaccord, ça n'empêche pas les arguments contradictoires, au contraire. Je crois que là aussi, dans notre République, chez nous comme ailleurs, on a besoin un peu de bienveillance et de rapports plus doux avec les gens. Voilà. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous aurons l'échange avec Joël Giraud. Alors, Joël Giraud, première question à vous poser. Quel est votre village de cœur? Déjà, bonjour. Allez-y. Non, je disais déjà bonjour. J'ai l'impression je dis toujours bonjour parce que comme je suis né dans la ruralité, je dis bonjour aux gens. Vous savez que les gens qui se croisent sur le trottoir, qui se disent bonjour, ce qui n'arrive pas toujours dans les zones urbaines. Très juste. Merci, bonjour. Alors, voilà. Joël Giraud, dans nos réunions, quand on commence toujours une réunion, la première question que l'on pose, c'est quel est votre village de cœur? Forcément, l'endroit où j'ai été maire pendant près de 30 ans, c'est-à-dire l'Argentière-l'Abbé dans les Hautes-Alpes. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez dit que vous receviez souvent des élus qui avaient mené des projets,
j'ai l'impression qu'au-delà de l'heure actuelle, je ne suis pas complètement atypique par rapport au format de vos réunions, parce que quand on a été maire d'une commune pendant près de 30 ans, qu'on a récupéré une commune péchinée un petit peu, je dirais, complètement à plat, c'est quelque chose qui est profondément ancré au cœur et au corps. Donc, voilà. Donc, je vous avoue d'ailleurs que le jour où le dernier jour pour faire un dernier conseil municipal après avoir été réélu député, et le pot qui a suivi n'a pas eu lieu parce que je me suis effondré en larmes sur le Marocain à la mairie, et une heure plus tard j'y étais toujours et j'ai foutu le camp chez moi. Voilà. Donc voilà, je suis avant tout un maire qui effectivement a eu d'autres fonctions dans la vie, mais un maire très ancré dans son territoire. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est le plus beau mandat. En tout cas, c'est vrai. celui avec lequel la relation affective est la plus forte, à l'évidence. Donc, je comprends largement ce que vous dites. Alors, présentez-nous peut-être un peu votre parcours d'élu local, de maire, et puis un peu, voilà, qu'est-ce qui vous a mené un peu au ministère. Voilà, donc parlez un peu de nous, qu'on vous connaisse un peu mieux. Bon, alors, pour résumer les choses, moi, j'allais dire, je suis pas d'une lignée d'élus locaux, puisque mon père a été père et maire la même année, qui est devenu maire de cette commune. Et si je me suis engagé au départ en politique assez jeune, c'est parce qu'il était décédé en fonction. Et j'ai été en 86 conseiller municipal de la commune où mon père venait de décéder. Et le virus ayant pris, j'ai mené de front une carrière de haut fonctionnaire, puisque je fais partie de ces gens qui sont rentrés à l'École nationale d'administration et qui ont suivi une carrière assez classique. Enfin classique, mais quand même pas tout à fait, puisque j'ai fini mes fonctions à Bercy comme directeur des opérations spéciales de Tracfin, du service central de répression du trafic financier, qui est un service qui était assez efficace pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Et parallèlement, une carrière d'élu local où je voyais des situations qui étaient des situations que je n'arrivais pas à résoudre sur le plan communal, parce que la loi ou des décrets ou un certain nombre d'ordonnances nous empêchaient de réaliser ce que nous voulions. Je me rappelle à l'époque d'ailleurs qu'on avait un gros enjeu, puisque je suis une commune péchinée, donc on voulait faire de la location-vente à l'époque de locaux industriels que nous laissait Péchinet. Et comme tout ça n'arrivait pas à avancer, que je me suis retrouvé dans la position d'être accusé d'exercice illégal de la profession de banquier, ce qui est amusant vu le fait que moi j'ai tout l'histoire des finances à Bercy, mais enfin c'est un des paradoxes. Je me suis dit qu'il fallait faire bouger un certain nombre de choses, et je me suis présenté aux législatives en 2002 sous l'étiquette qui est d'ailleurs toujours la même, parce que je suis resté radical, je suis radical de gauche, même si je suis maintenant au mouvement radical et j'ai la double appartenance avec La République En Marche. Mais je suis resté, je dirais, fidèle à cette ligne-là, on va dire. Et petit à petit, je suis au Parlement depuis 2002. J'ai fait mon trou dans un certain nombre de commissions, au point, lors de cette législature, de devenir le rapporteur général des finances, qui est un poste un petit peu beaucoup stratégique à l'interface entre le gouvernement et le Parlement, qui m'a permis de faire 3 exercices budgétaires qui étaient les principaux exercices budgétaires de transformation de la politique publique. Et à l'issue de quoi, le président de la République m'a appelé en me disant qu'il me verrait bien rentrer au gouvernement. J'ai attendu parce qu'il y a eu le Covid qui est arrivé au milieu, et j'ai eu à nouveau un appel me demandant de prendre des fonctions au secrétariat d'État à la ruralité, parce qu'on avait été un certain nombre à l'époque à plaider pour la création de ce secrétariat d'État, puisqu'il y a toujours eu un secrétariat d'État ou un ministère délégué à la ville. Il n'y en avait jamais sur la ruralité, et il est apparu utile au chef de l'État et au Premier ministre d'avoir quelqu'un qui incarne on va dire déjà les 181 propositions de l'agenda rural, mais pas que, et qui soit plutôt issu de ce milieu-là et qu'ils connaissent bien, pour ne pas avoir une vision très théorique des territoires ruraux. Voilà. Mis à part ça, je suis de 1959, une année de longue garde pour le vin, notamment dans la région bordelaise, ce qui implique forcément une certaine résistance à pas mal de choses et une certaine résilience.
Et je suis très heureux d'être avec vous, en tout cas. On a déjà eu l'occasion de discuter de politique publique et c'était particulièrement intéressant. D'ailleurs, je crains de vous mobiliser encore plus sur un certain nombre de sujets dans l'avenir. Vous allez avoir du boulot. Merci, on est prêt pour ça. Merci pour cette petite introduction. C'était important pour nous de mieux vous connaître. Vous faisiez référence à cette initiative de ce secrétariat d'État à la ruralité auquel moi, à titre personnel, mais aussi INSIT, on a beaucoup œuvré en lien avec l'association des ruraux, entre autres, parce que ça, en effet, ça nous semblait être tout à fait essentiel. Justement, quand on devient secrétaire d'État à la ruralité, avant même de déployer un peu, de définir quelles sont vos priorités et l'actualité un peu du ministère, on sait bien que là, c'est aussi le résultat d'interactions diverses et variées au sein d'un gouvernement, mais pour vous, c'est quoi l'ambition là, de ce secrétariat d'État là, comme ça? Si on était juste entre tous les deux, là, autour d'un verre d'Armagnac, on se dirait quoi? Déjà, on boirait le verre, parce que ce serait une bonne chose. Dans cette période où la vie sociale est en train de disparaître, ce qui est toujours une catastrophe pour les gens qui aiment la convivialité. Mais au-delà, je vous dirais que, enfin, moi, la réalité, et le mandat d'ailleurs, au-delà de mon confié le président de la République et le Premier ministre, c'est de me mêler d'un peu tout. C'est-à-dire d'être l'aiguillon de la ruralité sur l'ensemble des politiques, quelles qu'elles soient, les politiques interministérielles. L'agenda rural m'aide bien parce que l'agenda rural, c'est des politiques qui ne relèvent pas systématiquement, loin s'en faut d'ailleurs du ministère de la Cohésion des Territoires. Hein. Ça peut être des politiques de santé, ça peut être des politiques de transport, etc. Et d'en être l'aiguillon, ça veut dire de rappeler à chaque moment de la vie publique que la ruralité existe. C'est la raison pour laquelle on a demandé des référents ruralité, non seulement dans les cabinets des ministres, mais également dans les grandes directions générales, pour on peut dire une espèce d'annuaire de gens qui seront nos partenaires. Et puis la vision de la ruralité, j'allais dire, dans ce cadre-là, c'est de faire en sorte de mener des bilatérales avec tous les ministres pour que, au-delà même des sujets de l'agenda rural, hein, j'étais récemment avec Elisabeth Moreno en train de parler de la situation des LGBT+, dans la ruralité, c'est pas dans l'agenda rural, mais parce qu'il faut mener un certain nombre de politiques publiques en ne considérant pas forcément qu'elles n'appartiennent qu'aux villes. De la même façon, quand on lance un plan de relance, il faut se poser la question de son applicabilité dans la ruralité, de sa valorisation dans la ruralité. Et c'est ce que nous faisons, j'allais dire, de manière quasi quotidienne, avec en plus en ce moment une crise à gérer qui est importante, puisque j'ai la montagne également dans le portefeuille, qui est la crise générée par la situation sanitaire qui a conduit à la fermeture des remontées mécaniques dans les Alpes, dans l'ensemble des massifs, sachant que entre les différents massifs, sur les 4 mois d'hiver, les gens font entre, on va dire, 75 et 85% de leur chiffre d'affaires, qui soit un chiffre d'affaires de commerce classique, d'hôtellerie, etc. Donc, c'est un vrai enjeu que nous avons en ce moment et je dois dire qu'on est vraiment au taquet là-dessus en ce moment. On voit bien que nos ruralités sont traversées par 2 éléments un peu forts. Le premier, c'est une sorte entre guillemets, de déclassement, hein, la question de la place des services publics, la question éducative, la question de l'emploi, la question du numérique, sont des éléments importants qui montrent des fois un certain déclassement par rapport aux territoires plus urbains et métropolitains. Il y a aussi également ce sur quoi on essaye de se battre à INSIT, il y a souvent un sentiment de déclassement dans la ruralité, qui lui-même génère du rejet, du repli sur soi, une certaine exclusion de la diversité, et un repli un peu identitaire des fois un peu fort. Comment est-ce que cette problématique-là, elle vibre en vous et comment agir sur cette question de ce sentiment de relégation? Je crois que ça implique de ma part de me déplacer beaucoup sur les territoires pour expliquer un certain nombre de choses, parce que pour qu'ils sentent d'abord que les ruraux sentent être réellement représentés au sein du gouvernement, c'est-à-dire qu'on ait des discussions libres comme on le fait aujourd'hui. Vous
parce que moi, quand je fais un virage officiel, je suis aussi libre que je suis aujourd'hui avec vous sur cette discussion, que l'on discute absolument de tous les problèmes et qu'on fasse comprendre que ces problèmes sont pris en compte, ils sont remontés, ils sont analysés. Je vous donne un seul exemple. Bon, alors souvent on parle de numérique et je fais avec mon collègue Cédrico la tournée des antennes 4G du New Deal, qui, je le rappelle, sont entièrement financées par l'État, parce que ça aussi, quelquefois, il faut expliquer les choses. Les gens ne savent pas que l'antenne n'arrive pas là par hasard, qu'il y a derrière un conseil départemental qui a fait un recensement, il y a l'État qui a mis le fric, 100% du fric, et que l'État vérifie que l'opérateur fait le job. Mais à partir de cela, il remonte un certain nombre de problématiques. Pour vous donner un seul exemple, dans la Drôme, puisque j'étais dans le secteur de il n'y a pas très longtemps, mais également dans le département de l'Aveyron, où j'étais encore plus récemment, puisque c'était la semaine dernière, on s'est aperçu que, tout simplement, sans attendre que la 4G arrive, les réseaux fixes sont dans un état de délabrement tel que les élus, les citoyens n'ont plus d'interlocuteurs. Donc, face à ce constat, on provoque une réunion début février avec Cédric Huot, le secrétaire d'État en charge de ce sujet, auprès de l'opérateur Orange, puisque c'est lui qui a en charge ces réseaux cuivres, ces réseaux fixes, pour d'abord expliquer que c'est peut-être pas forcément une très bonne politique de la part de l'opérateur historique de se priver d'un certain nombre de clients qui, à terme, vont choisir forcément un autre opérateur. Et deuxièmement, pour trouver les voies et moyens, au-delà de la mission de service public qui s'est achevée sur les réseaux fixes, de faire en sorte que nous puissions avoir des territoires qui ne se retrouvent pas complètement délaissés, et que là aussi, ce qui a été fait dans certains coins, qui est plutôt bien fait, dans mon département, c'est plutôt bien fait avec des interlocuteurs qui vous résolvent le problème, soit généralisé sur l'ensemble du groupe de manière efficace. Donc, vous voyez, l'idée, c'est quand même d'apporter des solutions. D'abord, de dire aux ruraux, vous êtes des gens qui sont pris en considération, on est en train d'accélérer les politiques publiques qui ont été prévues dans l'agenda rural, mais pas que, et on valorise les expériences qui ont été faites, parce qu'il y a des expériences extraordinaires. C'est pas à vous que je vais rappeler ça. Lorsque je vais dans l'Aveyron et que j'arrive dans un village qui s'appelle Arvieux, où il y a un tiers-lieu, qui est un tiers-lieu d'exception, je dois le dire, pour un village de cette taille. Vous arrivez dans un endroit qui est balayé par la neige, parce qu'il fait un temps épouvantable, et vous voyez des citoyens, des équipes municipales enthousiastes qui ont mené un projet à telle enseigne d'ailleurs qu'il y a même des gens qui viennent de Rodez parce qu'ils n'ont pas le même service, pour voir dans ce petit village quelle est la façon dont on peut résoudre des problèmes qu'on n'aura pas résolus dans leur ville elle-même. Et j'ai souvent ce sentiment-là. J'explique aux gens, regardez par exemple le réseau France Service. Le réseau France Service, certaines personnes vous disent, bon, c'est surtout là pour pallier les carences du service public. Ben non, c'est pas du tout ça. Alors ça peut être ça dans certains cas, je vais pas non plus me faire semblant, je veux dire. Mais très honnêtement, est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un réseau France Service qui fonctionne bien, avec par exemple Pôle emploi qui est efficace et adapté au territoire, plutôt que d'être obligé d'aller dans une ville à 70 km pour avoir un service qui est généralisé et banalisé et qui ne correspond pas forcément. Moi, j'ai été maire d'une commune qui était à 15 km de Briançon. On a eu la première maison de service public dans le secteur. On était submergés par les gens qui venaient de la ville de Briançon parce qu'ils n'avaient pas la même qualité de service que ce qu'on avait fait dans la maison de service au public. Donc, moi, je suis là pour voir les gens qui font des choses intelligentes dans la ruralité, pour valoriser ces expériences, parce que quand vous avez une expérience qui est valorisée au niveau national, je pense que c'est aussi très valorisant pour la ruralité. Je suis là aussi au travers d'un certain nombre de symboles. Alors, on peut les trouver ridicules, mais j'ai insisté que dans la circulaire du Premier ministre, les contrats de relance et de transition écologique puissent porter le nom de contrats de ruralité tels qu'ils existaient auparavant. Voilà, la réalité, c'est aussi quelquefois quelques petits symboles. Lorsque je vais défendre la PPL au Sénat, après qu'elle soit passée à l'Assemblée nationale, sur les caractéristiques, y compris les bruits et les odeurs de la ruralité, j'y vais moins. Je vais être franc, j'y vais moins dans un caractère opérationnel pour que demain ce soit efficace que pour dire à un certain nombre de personnes, la ruralité existe avec
avec sa fierté et avec également tout simplement une certaine mode de vie. Et ne cassez pas ça, parce que c'est ça qu'à terme vous viendrez chercher dans la ruralité. Donc voilà, je veux aussi qu'au travers de mon action, les urbains ne prennent pas la ruralité comme si ils allaient voir Heidi se promener dans la campagne en train de ramasser ses fleurs, sans oublier qu'elle fait aussi la traite des vaches. Voilà. Donc tout ça est une question de valorisation des territoires que je visite, de valorisation des 181 mesures que nous avons dans l'agenda rural. Et je trouve, et d'ailleurs Michel Fournier, le président de la MRF, m'a fait la gentillesse de faire en sorte que nous ayons un relationnel, je dirais, très, très, très sympathique. Et il a dit, non seulement il est nommé secrétaire d'État de la ruralité, mais il exerce réellement la fonction, ou il l'incarne réellement. Je crois que c'est ce qu'il faut faire dans notre territoire pour bien faire comprendre que les ruraux sont la même chose que les urbains, et quelquefois mieux, parce que je vais vous dire, le Wi-Fi ici au ministère, il pète plus souvent que chez moi dans les Hautes-Alpes encore. Ça ne m'étonne pas. Ça n'étonne pas. Alors, dernière question avant de passer la parole à tous nos amis, ceux qui le voudront. Quels sont là pour vous les quelques sujets un peu d'actualité, d'importance, à côté desquels il faut pas passer, et nous autres, là, autour de cette table virtuelle, on pourrait mettre l'épaule? Écoutez, alors le sujet d'actualité qui est l'urgence absolue, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des problématiques liées au territoire de montagne, parce que là, on est dans des situations où, moi, je suis dans un département qui a 120 000 habitants et où il y a plus de 4 000 saisonniers qui n'ont pas été embauchés, qui sont sur le carreau, quoi. Voilà. Donc là, on touche du doigt des choses d'extrême urgence. Mais pour le reste, là où vous pouvez être, j'allais dire, très utile, c'est par exemple, sur les politiques que nous allons mener en faveur de la jeunesse dans les territoires ruraux, on a l'intention de mettre en place, en plus de l'ingénierie de l'Agence nationale de cohésion des territoires, des volontaires territoriaux en administration. C'est-à-dire des gens qui seront payés avec un ticket de 15 000 € par an pour des collectivités, essentiellement, on va dire des intercommunalités rurales, mais pas forcément que des intercommunalités rurales. C'est des jeunes qui sont des jeunes peut-être issus de chez vous, de vos territoires, qui sont partis faire des études et qui se disent il n'y a pas forcément d'emploi chez moi, ou alors on me demande 10 ans d'expérience avant de commencer quelque chose, donc c'est même pas la peine que j'y pense. Je vais faire mes armes quelque part en ville, et puis après on verra bien si je reviens. Et en général, la vie fait qu'on pose ses bagages ailleurs que dans la ruralité. Ces volontaires territoriaux en administration seront déployés dès le mois de février, seront à disposition, je vous le dis, de ces collectivités. On en a prévu 800 au total, parce qu'il y a 850 intercos en France. Si vous enlevez les urbaines, ça reste quand même un volant assez important. Et ils assureront l'ingénierie, mais en interne de ces collectivités, c'est-à-dire qu'ils seront non pas sous la tutelle de l'État, mais sous la tutelle du président de l'intercommunalité, par exemple, ou du maire, s'il s'agit d'un maire, pour pouvoir développer et monter les projets de la ruralité. Parce que souvent, ce dont je me suis le plus rendu compte dans mes fonctions d'élu, et quelles qu'elles soient, j'ai été aussi vice-président d'un conseil régional, et à ce titre, je présidais aux destinées du comité de massif des Alpes, c'est qu'on avait du fric à dépenser, on avait des programmes européens qui étaient absolument géniaux, qu'on avait négociés à Bruxelles, et puis sur le terrain, ça ne suivait pas parce qu'il n'y avait pas d'ingénierie dans les petites collectivités, voilà, c'est tout. Et ce faisant, on regardait passer les trains, on rendait des crédits à Bruxelles, et c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. En plus, on n'est pas crédible sur la durée sur ce genre de truc, donc voilà. Donc si j'ai un sujet qui me semble important avec vous, mais j'en aurai bien d'autres à vous développer sur les petites villes de demain, sur les CRTE, mais un sujet urgent, c'est la façon dont vous pouvez être le relais vis-à-vis de ces jeunes diplômés dès que nous aurons lancé la procédure, pour pouvoir tout simplement faire en sorte que ces jeunes puissent être accueillis, que vous prévoyez des choses comme par exemple les héberger, les accompagner, que vous prévoyez en tant que réseau de pouvoir animer des réseaux où ils se sentiront jamais seuls, parce que c'est important. Moi, j'organisais des tas de choses comme ça. Et pour vous donner un exemple, hier, j'étais dans mon propre département, les Hautes-Alpes, où j'étais en train de lancer le programme Petite Ville de demain avec les élus concernés. Et on a fait en fait un brainstorming pour savoir comment ils pouvaient partager l'ingénierie de manière intelligente. Et devant moi, 2 communes se sont dit on n'a pas besoin des managers de centre-bourg pour les commerces pour une seule commune. On en a besoin d'un pour 2 parce qu'on est à 15 km
kilomètres, on a la même fonction de centralité, on est tous village-étape sur la même route, et on doit pouvoir faire les choses ensemble plutôt que séparément. Et de toute façon, on veut que tous les gens qui seront chefs de projet soient en réseau pour pouvoir travailler. Parce que les gens qui sont en réseau travaillent forcément mieux. Les chances d'expérience, ça rend tout le monde intelligent. Et ce n'est pas un réseau comme le vôtre que je vais le dire. Donc, s'il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est ça, parce que si on loupe les jeunes, que ce soit des jeunes qui sont originaires de notre territoire ou que ce soit des jeunes qui veulent y venir et y poser leur valise, ce qui est rigoureusement la même chose, parce qu'une envie de ruralité, c'est aussi ça. C'est pas seulement de dire à quelques Parisiens arrêtez-vous chez nous, venez voir chez nous parce que vous y serez mieux, vous allez continuer le télétravail et un des deux du couple va prendre le train tous les jours pour aller à tel endroit, s'il y a des trains d'ailleurs, va prendre le train pour aller quelque part. Là, c'est envoyer de l'ingénierie des jeunes sur vos territoires. Et ça, je pense que c'est la mesure phare que j'aimerais vraiment mener d'ici le mois de février de manière efficace avec vous toutes et vous tous. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, arrive le temps un peu de l'échange. J'ai vu que j'avais plusieurs questions. Je crois Bernard Gauthier, je crois qui avait levé la main tout à l'heure. Oui. Voilà, parfait. Allez, une question courte. Oui. Bonjour Monsieur le Ministre, c'est la troisième visioconférence ensemble. Je suis président des maires ruraux de l'Indre-et-Loire. On a une visio avec le député Labaronne. Donc voilà. Rapidement, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, je suis d'accord. Il y a un mot que vous avez employé 2 ou 3 fois qui est le mot efficacité. Alors, pour que nous soyons efficaces, là je parle des communes rurales, nous avons, si je peux me permettre une comparaison, l'État nous offre une Mercedes, mais on n'a aucune pompe à essence à moins de 40 ou 50 km pour remettre de l'essence dans le réservoir. En résumé, nous avons des problèmes au niveau de la remontée des dossiers, la composition des dossiers. Certains dossiers doivent passer par l'EPCI. Si une commune est seule à avoir ce projet, elle aura forcément des problèmes à monter sur son dossier qui ne passera pas. Et c'est un réel problème, je dirais, administratif. Il faut, et ça on en est bien conscient, il faut travailler avec le PCI, notamment avec la conférence des maires. Et malheureusement, dans beaucoup de Comcom, les relations ne sont pas toujours excellentes et c'est bien dommage. Donc, c'est un point, nous, dans notre département, nous essayons de travailler avec le sous-préfet référent rural et la préfète, mais on n'avance pas vite. De plus, pour les CRTE, les dates sont un peu pressées, donc il faudrait avoir déposé les dossiers fin juin, et c'est un peu compliqué, surtout en cette période de crise. Merci pour cette question. Joël Giraud, une réponse rapide, et puis après, il y a 2 questions, Alain et Samuel. Une réponse rapide déjà sur, on va dire, c'est une question d'ingénierie. C'est une question d'ingénierie. Alors, les questions de relations internes à une intercommunalité, malheureusement, j'allais vous dire, je ne sais pas les gérer, si ce n'est qu'effectivement, les sous-préfets territoriaux notamment, puisqu'il y a toujours un sous-préfet territorial, au-delà des sous-préfets ruralité, ont pour mission quand même de remettre du lien là où il n'y a pas de lien. Et dans certains départements, ça fonctionne bien. Au-delà, moi, je vous dirais ce que je vous ai déjà dit d'ailleurs la dernière fois, c'est que lorsque vous êtes dans ce type de situation, il faut effectivement que vous en avisiez les services de l'État qui doivent vous trouver les voies et moyens. Le préfet et le sous-préfet territorial sont les référents de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc, suivant la nature du projet, ils peuvent d'ores et déjà mobiliser un certain nombre d'outils. Alors, si c'est un gros projet, effectivement, on peut faire venir des spécialistes, des agences de l'État. Si c'est un projet d'amélioration de l'habitat, enfin, je ne sais quoi, et que votre interco n'a pas la compétence, par exemple, ils peuvent faire venir effectivement des gens de l'ANA chez vous directement, puisque maintenant, nous avons des conventions. Ils peuvent aussi faire en sorte que vous ayez 2-3 journées d'études qui sont payées par l'État pour faire en sorte que votre diagnostic soit fait. Mais honnêtement, rien ne remplacera jamais le fait, dans une intercommunalité, d'avoir un minimum d'entente
d'entente entre vous, quoi. Je veux dire, moi, j'ai été président d'interco, j'étais dans des intercos, je sais que c'est parfois difficile, mais franchement, enfin, j'allais dire quelque chose d'un peu plus vulgaire que franchement, qui aurait été pris pour une ponctuation dans le Sud-Ouest. Mais franchement, enfin, je veux dire, on peut pas attendre de l'État quand même qu'il fasse le ménage entre nous. Je veux dire, on est arrivé à faire des choses intelligentes avec des gens d'opinion politique complètement diverses, avec l'intérêt qui était l'intérêt du territoire. Lorsqu'on n'y arrive pas, c'est souvent le pays qui se substitue à l'interco pour faire un certain nombre de choses parce que les compétences ne sont pas les mêmes dans les différentes intercos. Par pitié, je veux dire, là aussi, avec l'aide des sous-préfets territoriaux, et les sous-préfets territoriaux d'ailleurs que nous allons briefer, enfin les préfets du moins, puisqu'on va participer, nous, ministère de la Cohésion territoriale et moi en personne, à des réunions préfectorales, des préfets qui sont réunis à Paris, de façon à bien réexpliquer les choses sur ce que l'on attend d'eux, en termes d'ingénierie publique sur les territoires et en termes de remontée d'informations pour que nous puissions, nous, intervenir là où il n'y a pas eu de solution de trouver. Merci, Monsieur le Ministre. Alain Castan. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Oui, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. D'abord, la joie d'avoir pour une fois un secrétaire d'État à la ruralité, c'est quelque chose d'excellent et j'espère que ça va jouer un rôle. Alors moi, il y a d'abord l'urgence. L'urgence, dans mon département, je suis président de la Dordogne. C'est vraiment un département très rural. Je suis en train de constater que toutes les mairies me remontent aujourd'hui des doléances par rapport au groupe. Alors, c'est vrai que l'agenda rural est très intéressant, mais c'est les groupes aussi qui ne jouent pas le jeu. Par exemple, le groupe La Poste qui est en train de supprimer des horaires dans tous les bureaux de poste pour essayer de forcer les maires à faire des agences postales. Nous n'en voulons pas. La deuxième chose qui est très importante à l'heure actuelle, qui va jouer un rôle majeur sur la ruralité, c'est le projet Hercule d'EDF. Je suis un ancien d'EDF. Si ce projet aboutit, c'est la fin d'un service public de distribution qui est Enedis. Ça voudra dire que les investissements que font aujourd'hui, parce que les propriétaires des réseaux, l'État l'a peut-être oublié, mais les propriétaires des réseaux, ce sont les communes. Et si on n'a plus ça, ça voudra dire qu'aujourd'hui, dans un département, la Dordogne, où il y a 35 millions d'euros d'investissement par an par Enedis et 35 millions d'euros d'investissement par SDE sont finis. C'est-à-dire nous aurons des réseaux qui vont faire ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Orange, enfin par rapport à France Télécom, des réseaux qui vont tomber vraiment à l'abandon. Voilà, ça, ce sont deux sujets majeurs. Et puis, en aparté, je disais qu'aujourd'hui, ce qui serait intéressant, mais je l'avais déjà dit à Mme Gouraud, il serait intéressant dans la Constitution, c'est qu'un président de PCI, de communauté de communes ou de communauté d'agglo, soit interdit au maire de la ville-centre. C'est difficile, mais je me rends compte qu'à travers les communautés d'agglo, de communes où le maire n'est pas le maire de la ville-centre, il y a un partage beaucoup plus équitable des investissements. Moi, je vois Bergerac, c'était avant 80%, 20% pour la ruralité. Aujourd'hui, on est à égalité. Donc voilà, c'est des sujets majeurs pour la ruralité et je vous remercie de m'y répondre. Merci, Alain. Monsieur le Ministre. Bien. Alors, sur ce que vous avez dit à Jacqueline concernant la problématique de la présidence des EPCI, très honnêtement, moi, je fais partie des maires de ville-centre, enfin de bourg-centre, qui avaient même fait en sorte que l'on diminue la représentation du bourg-centre pour qu'il y ait plus d'équité. C'est d'ailleurs pour ça que tous les gens des villages à côté m'ont élu, sans doute président de l'intercommunalité à l'époque. Mais bon, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, parce que c'est pire dans certains coins. Dans les Alpes, c'est par vallée, parce qu'il y a des gens qui comptent les voix en se disant si la vallée là est majoritaire, c'est très dangereux pour le reste des autres vallées qui sont plus petites. Donc très, très honnêtement, enfin, là aussi, enfin, je sais bien qu'il y a des rapports parfois difficiles avec une interco, mais honnêtement, interdire, d'abord, c'est parfaitement illégal en France. Il y a un principe quand même de liberté en termes d'élection, heureusement d'ailleurs. Sans ça, si on commence à décider que des gens sont inéligibles de fait à un certain nombre de fonctions, on va très loin. Ce qui existe dans d'autres pays, en revanche, c'est l'inverse. C'est l'obligation de cumuler les fonctions de président de l'agglo et de maire de la ville principale, qui existe notamment en Italie, pour qu'il n'y ait pas d'opposition entre l'agglo et la ville principale. Et je crois que ce n'est pas non plus une bonne solution en France. Donc, restons déjà à ces équilibres-là et faisons en sorte que les intercommunalités fonctionnent. Moi, les interdictions de ce type-là, franchement, je pense que ça ne peut que créer de la bisbille. Il y en a qui le font de fait en excluant leur ville-centre
en se regroupant pour le faire. J'ai un exemple dans la tête. Résultat, c'est l'interco d'un département qui est un département du Massif central qui fonctionne le plus mal et où il n'y a absolument plus rien, même pas une maison France Service. Voilà, je tiens à le dire parce que quelquefois, il faut faire attention. La prééminence, ce n'est pas forcément celle qu'on croit. Sur la Poste, moi j'ai un dialogue régulier avec Philippe Val, avec le président de la Poste, qui est lié aussi à leur présence dans les maisons de France Service. Donc je ne manquerai pas de rappeler la situation de la Dordogne, puisque c'est celle-là que vous me citez. Vous m'enverrez par mail le nom du délégué territorial de la Poste sur votre secteur, de façon à ce qu'on voit exactement et qu'on fasse une analyse de ce qui a été fait dans votre département pour voir si la Poste n'a pas joué le jeu et de pouvoir le remonter lors des rencontres qu'on fait régulièrement avec les départements avec la Poste. Bon, sur le projet Hercule, c'est un projet qui est lancé. Bon, il faudra prendre un certain nombre de garde-fous. J'écoute ça avec intérêt. Je connais aussi des gens dans l'hydraulique qui sont très contents du projet Hercule que j'ai rencontré pour ma part. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce dossier qui n'est absolument pas de la compétence de mon ministère, il faut quand même être très clair, mais je vais vous en garantir une chose, c'est que je serai vigilant sur les conditions dans lesquelles seront signés les cahiers des charges concernant l'entretien des réseaux, puisque c'est effectivement ce qui pêche le plus dans les différents projets, mais quels qu'ils soient d'ailleurs, hein. Lorsqu'il s'agit de la fibre, la première chose que je demande aux gens qui sont par exemple titulaires des AMEL, c'est qu'est-ce que vous avez prévu comme personnel et comme réseau et comme type d'intervention en maintenance. Je crois que les cahiers des charges doivent être un peu plus affinés là-dessus. Là-dessus, vous avez entièrement raison. Merci, monsieur le ministre. Samuel Ferré. Alors, levez la petite main. Il y a une petite main que vous pouvez, il y a une petite main automatique. Donc, une fois que vous avez eu la question, vous la descendez. Vous voyez, comme Samuel et Alain ont levé la main, donc je les vois immédiatement sur mon écran. Samuel. C'est la main jaune. C'est la main jaune. Attention. Merci Thibault, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour monsieur le ministre. Je suis Samuel Ferré, moi je suis maire d'une petite commune rurale et littorale dans le sud-est du Morbihan, à Arzal. Je suis vice-président à la transition écologique au sein de mon intercommunalité Arc Sud-Bretagne. Alors, ma question est tout autre, elle porte sur l'échelon européen. Ça fait bientôt un an que les services de la Commission européenne travaillent sur une vision à long terme pour les zones rurales, c'est-à-dire à l'horizon 2040. Et il y aura une conférence prévue au mois de mars et puis peut-être une communication de la Commission, voire plus à l'avenir. Ma question porte sur votre action européenne sur ce sujet. Quelle est la vision en fait que vous portez au nom du gouvernement français pour nourrir cette vision européenne à long terme pour les zones rurales? Merci, Samuel. Alors, merci beaucoup pour cette question européenne, puisque je fais partie des rares élus qui étaient membres de ce qui était l'Union fédérale européenne. Donc, vous comprendrez que j'ai un léger sentiment, outre le fait que je ne suis pas que de nationalité française. Alors, première chose. Déjà, on a des rencontres avec la Commission européenne parce qu'on arrive un petit peu après la bataille quand on arrive comme secrétaire d'État au mois de juillet, que certaines choses sont négociées préalablement. Mais l'idée générale, c'est de faire en sorte qu'on ait l'équivalent des politiques urbaines, c'est-à-dire que nous ayons sur un certain nombre de fonds, à défaut d'avoir des fonds réservés, de moins des identifications de fonds pour faire en sorte que la ruralité ne soit pas le parent pauvre. Il y a sous le FEDER des pourcentages qui sont réservés pour l'urbain. Pourquoi pas aller jusqu'à terme des pourcentages réservés pour le rural. On était aussi en négociation pour qu'il n'y ait pas de problème sur la prolongation de tout ce qui est l'opération du volet rural du FEADER, c'est-à-dire la prolongation du programme LEADER, parce qu'on a hérité d'une situation qui était abominable avec aucune décision qui avait été prise en termes de partage des compétences entre le volet rural et le volet non rural et le volet agri, sur les différents ministères, qui a conduit à la situation que vous connaissez tous, qui est très très emmerdante pour l'ingénierie des territoires, parce que les pays s'en sont trouvés au travers des groupes d'action leaders très perturbés. Donc la première chose qu'on a faite, c'est effectivement de négocier au travers de cela ces politiques-là. Et
que, in fine, moi je vois bientôt la commissaire Ferreira de la DG Régio pour faire en sorte que nous ayons un agenda européen qui soit un agenda européen de la ruralité. Alors, il en existe un sur le papier, puisque la France, à l'origine, a suivi un petit peu l'Europe, mais l'Europe n'a pas fondamentalement, j'allais dire, mis en œuvre son agenda rural européen. On y a travaillé avec les gens qui portent ça au niveau d'ailleurs associatif en France, pour pouvoir demain faire en sorte que nous ayons cet agenda rural européen, même en cours de mandature, c'est pas du tout un problème, de façon à ce que justement au sein des différents fonds, nous ayons des fléchages un peu plus marqués sur les politiques liées à la ruralité, même si ça n'a pas été décidé ex ante au moment de l'élaboration de ces fonds. Donc voilà sur quoi on travaille avec l'Union européenne et en particulier avec la DG Régio en la matière, sachant que il y a d'autres choses qui dépendent exclusivement de la DG Agri, parce que les choses sont un peu compliquées, notamment sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le FEADER. Merci, Monsieur le Ministre. C'est un sujet sur lequel nous allons nous-mêmes un peu travailler et lier la question de la question de la ruralité et la question de l'Europe, des éléments aussi importants pour nous, de voir comment est-ce qu'on peut. J'ai vu que Gérard Peltre était connecté, donc si jamais il veut dire deux mots, ce sera avec plaisir. Mais en tous les cas, on va travailler, nous, sur cette question-là. D'une part, essayer de faire venir des jeunes européens dans nos campagnes et nous, d'envoyer des jeunes Français dans d'autres pays européens. On va essayer de le faire également avec des jeunes Québécois. Si jamais le confinement n'avait pas eu lieu le premier, en tout cas, on aurait déjà eu des jeunes Québécois dans nos rangs. Et c'est un sujet sur lequel on va travailler. J'ai vu que Yves avait levé la main. Merci. Monsieur le ministre, Yves Atouche, je suis président des maires ruraux des Deux-Sèvres. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous indiquer que nous suivons très attentivement les travaux du projet de loi 4D, décentralisation, déconcentration, des différenciations et des complexifications. Pourquoi? Parce que les actes 1 de FER en 82, les actes 2 de Raffarin en 2004 avaient entre autres pour objectif de rapprocher les lieux de décision des citoyens. On constate, nous, dans les petites communes rurales, que c'est quand même l'inverse qui s'est passé. D'ailleurs, le défenseur des droits, Jacques Toubon, a interpellé le gouvernement en mars 2019 et a indiqué que les services publics sont de plus en plus distants des usagers. Donc, je voulais savoir, avoir votre position. Alors, il y a eu une décentralisation vers les régions et les départements, évidemment, mais sur ce rapprochement des administrés, je voulais avoir votre avis. Merci. Merci Yves. Monsieur le ministre. Merci. Je pensais également, excuse-moi d'avoir l'esprit de l'escalier, mais sur l'interlocuteur précédent concernant et sur ce que tu viens de dire concernant les jeunes Européens, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on arrive à des situations. Moi, j'ai eu des situations de blocage pour des échanges, parce que ça se faisait toujours très bien entre universités, enfin entre gens qui avaient, on va dire, un certain bagage intellectuel, ou qui suivaient des études de haut niveau. En revanche, quand j'ai voulu faire en sorte que sur le massif alpin, on ait des échanges avec des gens qui faisaient des CFA biqualifiants, qui étaient sur des trucs comme ça, on s'est heurté rapidement à la problématique de l'apprentissage des langues. Et je suis arrivé à ne pas pouvoir emmener un seul Allemand dans les zones germaniques sur des choses qui sont liées au métier du bois, parce qu'il y avait ce problème linguistique. Donc, je me permets de le dire. Donc, je crois qu'il y a un travail là-dessus aussi à mener qui est extrêmement important, parce qu'on a quand même sur ce plan-là une conception des choses. Alors, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, mais voir que des jeunes, parce qu'ils sont en CFA, les langues ne sont pas les choses prioritaires, quelquefois, c'est un petit peu agaçant, et en bon frontalier et en bon, on va dire, multinational, c'est quelque chose dont je souffre particulièrement. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe sur ce plan-là en France, parce que c'est souvent des jeunes eux-mêmes qui ne le souhaitent pas, et c'est très emmerdant. Quand des jeunes eux-mêmes ne souhaitent pas avoir la maîtrise de la langue de leurs voisins, c'est un peu dur. Je referme la parenthèse pour répondre aux questions qui me sont posées. Donc, sur le projet de loi 4D, puisqu'il y en a 4 maintenant, je ne sais pas si on va continuer à 5, on va s'arrêter, mais toujours est-il que, pour être très clair, ce projet à l'heure actuelle, il est dans les tuyaux, il n'est pas encore envoyé au Conseil d'État
au niveau du texte. Je ne sais pas, je vais être franc. J'espère que ce projet de loi va pouvoir passer dans la législature actuelle, parce qu'il y a un tel encombrement de texte que je m'inquiète un petit peu, je dirais, de son devenir. Si tel n'était pas le cas, avec Jacqueline, on fera du détricotage pour essayer de mettre dans un maximum de textes ce qui était prévu dans la loi 4D, mais en tout état de cause, à l'heure actuelle, il faut que nous ayons cette réflexion. Et dans ce cadre-là, moi, la réponse la plus évidente qui soit en la matière, c'est quand même que toutes les études que nous avons démontrent que la densification du réseau France Service va dans le sens de ce rapprochement qui est quand même un rapprochement réel. Il est réel parce que, en fait, on a des partenaires, il n'a pas donné sa pleine mesure jusqu'à présent, mais on a quand même des partenaires qui n'étaient pas des partenaires des réseaux anciens de maisons de services publics, et notamment pour les gens, je vais être franc, qui ont fait la malheureuse expérience des maisons de services publics de la Poste, où on n'a pas eu que des choses, que des réussites, quoi. Où il y a des bureaux de poste, vous le soulignez tout à l'heure, qui se sont transformés en maisons de France, un service postal qui offre pas toujours énormément de possibilités. Nous, on met un nombre de partenaires de plus en plus important. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a je le disais, il y a Pôle emploi qui est extrêmement important, il y a le ministère de la Justice, pour faire en sorte qu'on ait vraiment quelque chose de proximité tel que le déploiement de Maison France Service l'a prévu. Mais en tout état de cause, cela ne pourrait être effectivement renforcé que dans un texte qui serait le texte 4D, de façon à ancrer ça de manière définitive dans un texte législatif, et que le risque que nous avons, et que soulignent certains élus, de voir des politiques publiques ne durer que l'espace d'un matin, c'est-à-dire on donne du fric pour France Service, on fait des réseaux de partenariat et puis après on peut les défaire parfaitement, soit quand même ancré dans des textes qui nous permettent demain de continuer ce rapprochement que je crois intelligent, parce que la fonction publique de papa, elle a vécu. Et je crois qu'avoir à proximité un panel de services, on va dire dans le chef-lieu de canton ou dans le centre le plus proche, c'est quand même vachement mieux que d'avoir des services où on n'arrive plus à muter un seul fonctionnaire d'État. C'est une énorme difficulté. Alors, ça demande des efforts en termes de formation, ça demande des efforts aux collectivités, ça nous demande aussi, nous, des efforts pour nous réinventer. Mais je crois très honnêtement qu'on arrivera à ce quadrillage en matière de service du territoire qui sera le plus efficace. D'ailleurs, on y veille parce qu'on a avec Jacqueline Gouraud une espèce de comité de pilotage régulier où je vous prie de croire que les questions qui sont posées sont des questions extrêmement pragmatiques, du style quand est-ce qu'on pourra faire les cartes d'identité, quand est-ce qu'on pourra faire voilà, tout ce qui fait qu'aujourd'hui la ruralité se sent un petit peu déconnectée par rapport à un certain nombre de villes, mais je le disais qu'il ne l'est pas toujours tant que ça, et on va accélérer tout cela également dans les programmes qu'on a mis en œuvre sur les petites villes de demain, parce que les petites villes de demain, c'est tous ces bourgs-centres en difficulté. Et ça, j'y crois vraiment beaucoup. J'ai toujours cru que la ruralité se structurait plus au travers des bourgs-centres que quelquefois une intercommunalité un peu trop large, un peu trop, j'allais dire, qui n'a pas une préoccupation de proximité de territoire. Et je crois que nous y arriverons comme ça. Merci, Monsieur le Ministre. Gérard Peltre. D'abord, bienvenue. Ça fait plaisir de voir un visage. Il faut appuyer sur le micro en bas à gauche. En bas à gauche. En bas à gauche, il y a un petit micro. Il faut appuyer dessus. Non? Non, on n'entend toujours pas. En bas, il y a marqué « Arrêtez la vidéo » ou « Muet ». Voilà, il faut appuyer dessus, là. Non, ça ne marche pas. Bon, alors, Gérard, je reviens vers vous juste après. Je passe la parole à Thomas. Thomas a des difficultés aussi. Comment ça se fait, ça? Alors là, il y a un petit problème technique, on dirait. Vous n'arrivez pas à déconnecter vos micros. Elodie, est-ce qu'Elodie est là? C'est peut-être sur un peu le suivi technique. Elodie? Ça y est, c'est bon. Ouais, normalement. Ça y est, c'est bon, Gérard, allez. Bonjour. Oui.
Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur Renaudin et bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux puisque c'est encore le moment. S'agissant de l'Europe, pour remettre les choses dans le cadre, c'est depuis 2015 à peu près que RED défend cette idée d'un agenda rural européen parce qu'il y a un agenda urbain. On est pragmatique. On défendait déjà une politique en faveur des territoires ruraux auparavant. Et c'est le Parlement européen qui a ouvert qui nous a suivis dans le cadre de l'intergroupe Rumra qu'on avait initié au Parlement européen, qui a lancé cette idée, qui a voté une résolution. Et heureusement que la France a porté, donc a soutenu cette idée-là, parce qu'elle fait son chemin, elle est en train de revenir par la France. Et si vous n'aviez pas installé un agenda rural français, je pense qu'aujourd'hui, on n'en parlerait plus. Parce que les grands enjeux, donc, en matière de développement, de financement des politiques, enjeux agricoles, des transitions agronomiques et compagnie, et aussi la montée en puissance des besoins pour les villes, fait que tout doucement, la notion de territoire rural était en train de disparaître. Et c'est la raison, et ça, il faut vraiment en avoir conscience parce que rien n'est gagné, et on compte vraiment sur vous, et moi je connais votre engagement, donc on s'est rencontrés, et on s'est retrouvés sur le séminaire du COR, du Comité européen des régions, sur cette question de la vision à long terme, et c'est pour ça qu'on a porté une définition de territoire rural qui intègre des petites villes. Et ça, c'est un élément important pour aussi organiser des relations avec les plus grandes villes. Et il faut qu'on arrive à défendre ça. Donc, et sur la vision à long terme, c'est encore le moment de faire monter en puissance jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Et il y aura le 28 janvier un séminaire du réseau rural français sur cette question de la vision à long terme. Et là, il faut faire remonter encore des informations parce que c'est pour le mois de juin. Or, pour l'instant, la Commission européenne parle de région rurale. Il faut faire attention, quand on parle de région rurale, on peut avoir mélangé toutes les problématiques sans les associer et retrouver la problématique agricole en la dissociant des logiques de territoire, alors que l'agriculture, dans nos territoires, elle dépend aussi des partenariats avec les collectivités locales et tous les autres acteurs. Bien sûr. On n'est pas sur des questions de marché quand on est sur ces questions-là. Tout à fait. Donc, il y a énormément... Merci beaucoup. Merci Gérard. Merci pour cette intervention très, très riche et très utile. Alors, je vais faire quelque chose qui est très, très difficile à faire. Enfin, je vais demander, j'ai 3 questions qui nous restent. C'est-à-dire Thomas, Eric et Jérôme, de faire vraiment des questions ultra courtes. Voilà, pour qu'ensuite le ministre il puisse balayer vos différentes interventions. Allez, Thomas. Si je peux me permettre, je voudrais quand même dire à Gérard Peltre que, j'ai bien entendu, nous sommes en phase, et deuxièmement, qu'il me fait économiser un conseiller sur les affaires européennes, donc c'est très important pour les finances du ministère. Thomas. Bonjour Monsieur le Ministre, moi j'ai une question. Je suis en service civique en fait à Arvieux avec le biais d'INSIT et je suis issu d'un cursus ingénieur et j'ai pris la volonté après 1 an d'expérience de partir faire un service civique pour des raisons plutôt de recherche de sens. Et je me posais la question, en plus du projet volontaires territoriaux, est-ce que vous avez des mécanismes imaginer des mécanismes au niveau de l'État qui pourraient permettre d'encourager les jeunes étudiants à mettre leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être au service de la collectivité, parce que je suis assez convaincu que, en tout cas, le rôle de l'ingénieur, il y a un aspect éthique et la volonté de l'ingénieur serait aussi de mettre ses savoirs et ses compétences au service du territoire. Et donc, est-ce que, en partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur, il y a des liens qui se font à ce niveau-là? Merci. Merci Thomas, merci pour ton engagement, merci pour ta question courte. Le ministre répondra un peu aux 3 dernières questions. Eric. Oui, bonjour à tous. Eric Rezel, je suis président des maires ruraux de Haute-Marne, donc département bien rural aussi. Donc, il y a une question qui n'a pas été abordée, mais qui est une problématique importante, et donc je profite, même si j'ai déjà eu l'occasion d'avoir le ministre, c'est la question de l'artificialisation des sols. C'est-à-dire que pour les communes, c'est un vrai enjeu de développement. Et donc là, comme mon collègue Alain, moi, c'est ce qui me remonte le plus, c'est la question des PLU, de l'artificialisation des sols. Et je vous résume ça en une phrase. Ça fait 30 ans que les villes, ils ont fait des zones d'activité pas possibles. Ils en font toujours et ils en ont en construction.
et nous, on peut pas. Donc, on va être obligé les papis et mamies sont obligés de couper leur verger pour que leurs enfants puissent construire. Donc voilà, je voulais simplement signaler ça comme une vraie problématique actuelle. Merci Eric pour cette intervention. Mon ami Jérôme Sadoche, tu vas conclure le tour de table avant que le ministre puisse répondre. Donc très vite et très court, d'après ce que j'ai compris. Oui, donc Bonjour. Je suis le directeur du collectif d'association Rivage. On est un collectif d'asso au pays du Val d'Adour. En fait, on soutient la vie associative et on fait de l'intermédiation en service civique. Et voilà, je voulais juste attirer votre attention sur le problème de la mobilité en territoires ruraux. Voilà, on le voit particulièrement avec les jeunes en service civique, très peu de transport public, pas facile d'en mettre en place, effectivement, et très peu de moyens pour accéder à un véhicule personnel. Enfin, il y a un vrai souci au niveau de la mobilité, et selon nous, c'est le frein majeur, ne serait-ce que pour mettre en place des services civiques, et même pour les personnes âgées, il y a un gros souci voilà, au niveau de la mobilité. J'ai fait court. Merci Jérôme, c'est remarquable. Quelle expérience, c'est tout à fait remarquable. En plus, Val d'Adour, vraiment un très beau territoire. Monsieur le ministre, 3 questions. Les jeunes, l'artificialisation des sols et la mobilité des jeunes. Bien. Alors, en 2 minutes, puisqu'il ne reste plus que 2 minutes. Donc, alors, déjà, pour dire que la question… On peut déborder un peu. Ah, mais moi pas. Pour la question de l'artificialisation des sols, nous avons avec Jacqueline Couraud un conseiller commun en termes d'urbanisme et on est en train de décortiquer tout ce qui va être dans le prochain texte qui va statuer sur ce sujet, pour pouvoir faire en sorte justement qu'il y ait une adaptation à la réalité des zones rurales, mais au-delà à la réalité aussi des zones rurales qui disposent de contraintes particulières. Je pense en particulier au plan de prévention des risques ou autres qui sont des difficultés particulières. Il y a aussi un aspect prospectif. Je crois que le de Normandie dans l'ancien a quand même beaucoup d'intérêt aussi, qu'il n'est pas assez développé dans les zones rurales alors qu'il est très intéressant. Donc, on travaille là-dessus avec l'ensemble du cabinet commun avec Jacqueline et moi. Sur les questions de service civique, j'ai bien pris note de ce qui vient d'être dit, notamment sur les liaisons avec les écoles d'ingénieurs. On a fait une première réunion avec Frédéric Vidal sur tout ce qui relève de l'enseignement supérieur et la façon dont on pouvait mieux intégrer les choses en termes de ruralité. Alors, pour l'instant, bon, on en est resté au truc assez classique comme les campus connectés ou d'autres situations, mais comme on veut réinventer au titre de la jeunesse un service civique qui est vraiment adapté pour les collectivités locales et pour les territoires ruraux, c'est une question qui effectivement me semble extrêmement importante et intéressante. Et on y travaille aussi avec un réseau, on ne travaille pas qu'avec une site, on travaille avec un réseau des élèves des grandes écoles, de façon à avoir justement ce réseau également en parrainage, qu'il s'agisse de services civiques ou d'autres fonctions comme les volontaires territoriaux d'administration. Et pour terminer sur la problématique des mobilités, oui, ça c'est, je le sais, nous sommes en France et la mobilité est quelque chose qui est extrêmement complexe. Je signale quand même à toutes fins utiles qu'il faut qu'avant la fin du mois de mars, les collectivités que sont les établissements publics de coopération intercommunale se positionnent sur la possibilité d'être l'autorité organisatrice de transport de niveau 2, de mobilité, pardon, puisqu'on n'est plus transport mais mobilité. À l'heure actuelle, il n'y a pas franchement un enthousiasme, que je regrette un petit peu. C'est peut-être aussi de la faute de l'État qui n'a pas assez diffusé la mesure. Moi, j'ai créé une AOT2 dans une communauté de communes de 5000 habitants et je vous prie de croire que ça a bien fonctionné parce qu'on a mis en place des mobilités à l'époque complémentaires de celles du département, maintenant donc de la région, et toutes les conventions ont été poursuivies, ce qui nous a permis d'adapter toutes les mobilités sur ce territoire. Je vous invite quand même, quand vous êtes président d'une intercommunalité, à regarder s'il ne serait pas intéressant de disposer de cette compétence qui est prévue par la loi LOM. Elle avait été beaucoup demandée par les élus locaux à l'époque. Elle n'est à l'heure actuelle pas très mise en service. Il y a eu le Covid, enfin bon, tout le monde comprend ça, hein. Mais je crois que c'est effectivement l'avenir. Et à défaut d'avenir, vous savez, les internats, c'est bien aussi dans un certain nombre de cas, ou les logements qui sont les logements chez les particuliers. J'ai été maire, on a géré des CFA. J'ai dans une commune de 2300 habitants 2 foyers de travailleurs, enfin 2 résidences sociales puisque c'est le terme à l'heure actuelle. Et avec ça, on est arrivé à gérer aussi la problématique des saisonniers du tourisme. Donc, je pense que ces compétences,
elles doivent être prises, évidemment, au niveau de l'intercommunalité. Vous n'allez pas faire de la mobilité en se regardant le nombril entre l'église et la mairie, enfin entre le temple et la mairie pour ce qui me concerne. Mais je crois qu'il faut se saisir de ce texte et nous accompagnons les projets avec France Mobilité ici. France Mobilité peut faire de l'ingénierie pour justement savoir si on peut mettre en place ou pas un réseau pertinent sur un territoire pertinent. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Merci infiniment pour votre intervention, pour la fraîcheur et le côté direct de vos propos. Je crois que personne n'avait de doute là-dessus, mais c'est encore une nouvelle fois confirmé. Vous pouvez compter sur notre mouvement. Je sais qu'on va signer, je l'espère, dans peu de temps, une convention ensemble. Donc, ça sera l'occasion de continuer le travail de coopération. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir participé à ce café de campagne. Le mois prochain, ça sera sur la formule un peu traditionnelle. Si vous voulez soutenir InSite, en ce moment, il y a un appel à projet Aviva. Vous allez sur notre site internet et vous pouvez voter pour nous. Ça pourra peut-être nous faire récolter un peu des sous parce que nous sommes toujours à la recherche un peu de financement. J'aimerais saluer deux de mes collègues et de nos collègues que sont Camille et Tatiana qui traversent des moments un petit peu difficiles en ce moment. Donc, leur dire que tout le réseau est avec elles dans ces moments. J'aimerais vous souhaiter une très bonne journée, Monsieur le Ministre. Au plaisir de vous accueillir en Bas-Armagnac et dans le Gers, un des plus beaux endroits de France, on peut dire comme ça. Je n'attends que ça et je suis un spécialiste des coutumes locales. Vous savez, dans une école qui s'appelle l'ENA, j'avais créé une option qui s'appelait le vin et la civilisation, qui n'avait pas plu au directeur de l'école à l'époque. Ça s'était transformé en condition d'évolution des règlements vitivinicoles dans l'Union européenne, mais c'était le même but quand même en matière de déplacement. Mais vous avez un client qui vous attend. À très bientôt. Merci. Au revoir. Faites attention à vous. Restez à l'ombre.